Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, présentation du fichier électoral par le ministère de l'Administration du Territoire, un biométrique qui va servir à l'organisation des élections futures. La cérémonie a connu la présence des membres du CNRD, du gouvernement et des institutions républicaines. Dans les transactions commerciales pour faciliter la sécurisation des échanges, la douane guinéenne et System Fest Guinée, mandatés par le Conseil des chargeurs, ont signé un accord qui va faciliter la transparence des exportations. Le Rotary Club vient de reboiser 22 hectares sur les berges des barrages de Swapiti et Kaleta. Le programme compte atteindre 100 hectares d'ici 5 ans. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Présentation ce matin des statistiques définitives du fichier électoral biométrique permanent et la cartographie des bureaux de vote. La cérémonie a été rehaussée de la présence des membres du CNRD, du gouvernement et des institutions républicaines. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Un mois après la présentation des statistiques provisoires du fichier électoral biométrique, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à travers la Direction générale des élections, après vérification et correction, organise la cérémonie de présentation des statistiques définitives du fichier électoral biométrique permanent et de la cartographie des bureaux de vote. Total électeur. 6 768 458, dont 125 271 électorats de la diaspora. Hommes, 3 149 254. Femmes, 3 493 251. En présidant cette cérémonie de présentation, le représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, s'est réjoui du succès de l'opération. Au nom de M. le Premier ministre, saluer le leadership du chef de l'État et tous les membres du CNRD, les membres du gouvernement qui se sont impliqués depuis le début de ce processus, qui aujourd'hui se passe des commentaires qui donnent un résultat qui ne souffre d'aucune contestation et qui permettra aux Guinéennes et aux Guinéens d'aller librement voter le 21 septembre 2025. Pour plusieurs observateurs de la scène politique guinéenne, cette étape constitue un palier important dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel qui marquera la fin de la transition avec plusieurs élections planifiées, dont la première à partir de ce 21 septembre. Référendum constitutionnel du 21 septembre, quelques jours seulement nous séparent de l'ouverture de la campagne pour garantir un accès équitable aux médias pour toutes les formations et mouvements politiques. Les commissaires de la HAC ont conféré hier avec les acteurs politiques et les responsables des médias. Les échanges ont permis de réglementer la campagne médiatique référendaire. Les précisions dans ce reportage de Mamadou Saliouba. Dans cette salle du palais du 25 août, les commissaires de la Haute Autorité de la Communication ont reçu les acteurs clés de la campagne référendaire. D'abord avec les représentants des formations politiques, les mouvements de soutien et les acteurs de la société civile, les débats ont essentiellement porté sur les modalités d'accès aux médias pendant la période de campagne. Sur la base de ce que j'ai entendu, il n'y a rien qui soit aussi contraignante. Au contraire, tout est fait pour que les partis politiques puissent s'exprimer librement en toute égalité, voire même en équité. Ça m'a donné une très grande leçon, puisque, il faut l'avouer, je suis à ma première expérience. Mais la vérité est que si la couverture médiatique est faite, ça donnera l'opportunité à tous les partis politiques de s'exprimer aux antennes. C'est au tour des responsables des médias publics et privés de conférer avec les commissaires de la HAC sur la table une seule question
comment réunir les conditions d'un accès équitable aux médias pour toutes les tendances durant la période de campagne. Les dispositions réglementaires que la HAC va mettre sur pied, nous allons marcher en fonction de ces dispositions. Nous saurons la liste de ceux qui ont le droit d'être sur le terrain pour faire campagne. Nous aurons la liste de leur temps d'antenne et nous saurons où aller les couvrir. Soyez sûrs que, parti politique ou mouvement, si la HAC a décidé que vous allez prendre la parole, si la HAC a décidé que vous aurez un temps d'antenne, vos temps d'antenne, vous les aurez sans problème. On doit stricto sensu respecter les consignes qui sont données, faire en sorte, parce que c'est très important à ce niveau, de faire comprendre aux médias, de nous donner la parole uniquement aux entités qui sont légalement reconnues au moment où nous parlons en République de Guinée. Le président de la Haute Autorité de la Communication a insisté sur le strict respect des règles de bonne conduite pendant la campagne référendaire, aussi bien pour les acteurs politiques que pour les responsables des médias. Nous avons attiré leur attention sur la nécessité de veiller à l'équilibre entre les tendances, mais surtout à veiller à ce que les institutions soient respectées, à ce que l'ordre public soit préservé, à ce que la défense du territoire soit préservée. La campagne référendaire démarre ce 31 août pour prendre fin le 18 septembre, une période durant laquelle l'accès aux médias est réglementé pour les acteurs de la campagne. Et puis ce communiqué de la HAC, Haute Autorité de la Communication, dans le cadre de la campagne médiatique du référendum du 21 septembre 2025, la Haute Autorité de la Communication HAC invite les partis politiques, les plateformes de la société civile et les mouvements de soutien enregistrés lors de la rencontre du mercredi 27 août 2025 au siège de la HAC à prendre part à la cérémonie de tirage au sort. Ce tirage au sort qui déterminera l'ordre de passage dans le journal de campagne de la RTG est prévu le vendredi 29 août 2025 à 15h au siège de la HAC. La présence de tous est souhaitée. Conakry, le 28 août 2025, pour la Haute Autorité de la Communication, le président Boubacar Yassine Diallo. Facilitation et sécurisation des échanges, je vous l'annonçais dans les titres, un accord est scellé entre la Direction générale des douanes et Système Fest Guinée mandaté par le Conseil guinéen des chargeurs. Cette signature a pour objectif d'harmoniser les inventions en matière d'importation et d'exportation des marchandises. Explication Mohamed Seyarsouma. Pour l'entrée et la sortie des marchandises, plusieurs services sont impliqués. En bonne place, les douanes et le Conseil guinéen des chargeurs. Un accord est signé avec le Système First Guinée. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Il faut savoir que SFG gère le bordereau électronique de suivi des cargaisons, qui est une prestation de service de transport et qui amène à une certaine quantité d'informations, mais il faut pouvoir gérer l'entièreté et des importations et des exportations, et grâce à ce protocole d'accord, nous aurons accès à l'ensemble des informations import-export. Pour les deux parties, les avantages sont multiples. L'interconnexion des deux plateformes permettra non seulement à la douane de disposer à temps réel des informations précises pour mieux cibler les contrôles, accélérer le dédouanement et réduire les délais, mais également au Conseil guinéen des chargeurs, à travers son mandataire, de mieux assister et de défendre les intérêts des chargeurs en se rassurant que chaque opération soit enregistrée, sécurisée et conforme. Cette signature ouvre la voie à la facilitation et à la sécurisation des échanges conformément aux standards internationaux. Le Conseil guinéen des chargeurs a été très auditif par rapport à nous. Nous avons travaillé ensemble pendant des jours pour mettre en place ce protocole d'accord. Mais vous l'avez dit, on ne le dira jamais assez.
La sécurité de la chaîne logistique internationale, c'est une priorité de l'Organisation mondiale des douanes, de l'Organisation mondiale du commerce. La sécurisation, la facilitation des échanges sont de nos jours des défis énormes qu'il faut relever. Des défis avec pour finalité la mobilisation accrue des recettes. Un accent est mis sur l'amélioration du climat des affaires, l'attractivité du port autonome de Conakry. À Conakry, un pas important vient d'être franchi pour dynamiser l'action des organisations de la société civile en Guinée. Le projet Société civile dynamique et performante, SOCIDIP, financé par l'Union européenne, injecte plus d'1 million d'euros pour soutenir des initiatives citoyennes dans tout le pays. Reportage Maïmouna Bella-Diallo. Dans les locaux du Catholic Relief Service, les représentants de 28 projets venus des 8 régions administratives de Guinée signent leur convention de subvention. Une enveloppe de 1 136 000 € pour soutenir plus de 78 organisations de la société civile réparties sur 3 guichets. Plaidoyer, dialogue politique et contrôle citoyen de l'action publique. Ce sont des projets qui ont été sélectionnés à Conakry et dans les 7 autres régions administratives. Les thématiques des projets qui ont été sélectionnés portent sur les droits humains, la lutte contre les violences basées sur le genre, la gouvernance inclusive, la promotion des droits des femmes et des jeunes. Nous sommes très fiers, au nom de l'Union européenne, de pouvoir accompagner la société civile guinéenne. SOCIDIP est mis en œuvre par un consortium. Catholic Relief Service, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée et l'ONG Enfants du Globe. Tous s'engagent à accompagner les bénéficiaires dans la mise en œuvre et le suivi des projets. Nous saluons vraiment l'initiative que CRS a eu à mettre en place avec le consortium de RASGI et de l'Enfant du Globe. Et nous remercions vraiment les partenaires, les bailleurs du CRS, l'Union européenne. La joie est immense et nous souhaitons vraiment être à la hauteur de leurs attentes. Pour l'Union européenne, ce financement s'inscrit dans une vision, une société plus équitable, inclusive et participative. Nous venons de franchir une étape extrêmement importante de notre projet, qui est celle de la mise à disposition des fonds pour soutenir les initiatives portées par les organisations de la société civile. Donc après avoir investi dans leur renforcement de capacité, assurer leur montée en puissance sur des thématiques essentielles, il était important de mettre à leur disposition des fonds pour leur permettre de réaliser leur activité. Cette signature symbolique marque le début d'une collaboration fondée sur la transparence, la confiance et l'engagement. Un signal fort pour renforcer le rôle des citoyens dans la gouvernance du pays. Tenue de rencontre entre le ministre de la Jeunesse et les membres du Conseil national des jeunes de Guinée et leurs partenaires, une rencontre de dialogue et de concertation pour renforcer la collaboration entre le département, la fêtière des organisations de jeunesse et les acteurs de développement. Compte rendu Djaray Diallo. Le ministre de la Jeunesse rencontre pour la première fois les membres du Conseil national des jeunes de Guinée, CNJG, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Les échanges portent sur l'implication des jeunes dans la vie citoyenne, le développement de projets socio-économiques et le renforcement du partenariat entre l'État et les acteurs du secteur. Cette rencontre que nous prenons à un plaidoyer vise à attirer votre attention sur nos besoins et préoccupations majeures afin qu'ils soient pleinement pris en compte dans les politiques publiques. Malgré notre engagement depuis la mise en place et des nombreuses activités réalisées, nous faisons face à des défis majeurs, tels que bien sûr le manque de locaux de certains de nos bureaux à l'intérieur du pays et à tous les niveaux d'ailleurs, l'insuffisance des moyens logistiques. C'est un réel plaisir pour nous, plan international, en tant qu'organisation centrée sur la jeunesse, de voir une volonté politique d'associer les jeunes dans les instances de prise de décision, d'écouter et d'accompagner les jeunes. C'est vraiment une belle réussite, c'est un fort engagement qu'ils nous envoient. Le ministre Cellou Baldé salue la création du Conseil national des jeunes de Guinée et réaffirme l'engagement de son département à soutenir toutes les actions en faveur des jeunes. Nous allons prendre connaissance du mémorandum et ensemble, dans une synergie d'action, non seulement avec les cadres du département, mais avec les autres départements concernés, nous allons essayer de trouver des solutions
solutions aux problèmes qui sont posés. Et donc nous avons rassuré le CNJ de la disponibilité du gouvernement de la République, de la disponibilité des cadres du département en charge de la jeunesse pour les accompagner davantage dans l'éducation, la formation, l'insertion, l'emploi et l'auto-emploi des jeunes. Cette rencontre marque un nouveau départ pour une collaboration active entre le ministère et les structures de jeunesse. L'objectif est de transformer les engagements en actions concrètes au service de l'épanouissement et de l'amélioration des conditions de vie des jeunes. Et puis les structures de jeunesse célèbrent en différé la journée internationale qui leur est dédiée. C'est la Maison des jeunes de Kipé qui a accueilli l'événement et a permis de discuter de l'accompagnement de cette couche pour son épanouissement. Reportage Mohamed De Camara. La rencontre célèbre la jeunesse guinéenne. Elle est placée dans le cadre de la célébration en différé de la journée internationale de la jeunesse. L'événement est organisé par le consortium des associations de jeunesse AJAC Guinée et le Conseil national des jeunes. L'initiative vise à mettre en lumière l'impact des actions locales menées par les jeunes. C'est un mois vraiment qui célèbre la jeunesse, qui célèbre les efforts que nous faisons tous les jours et qui met en valeur toutes nos actions. On a des jeunes très engagés qui ont estimé qu'il faut continuer cette célébration, il faut continuer à mettre en valeur la jeunesse à travers des panels inspirants, à travers vraiment la mise en lumière des efforts et surtout des jeunes leaders qui inspirent. Action locale des jeunes pour les objectifs de développement durable et au-delà est l'un des sous-thèmes de la journée dédiée aux jeunes du monde. Pour nous, c'est quand même une priorité de mettre les jeunes et les enfants au centre de tout ce que nous faisons. Pour moi, les jeunes ne devraient pas être seulement des bénéficiaires, mais plutôt ils devraient être les acteurs de changement. Cette journée vient marquer aussi une partie importante de notre moment plus solennel. Ce moment solennel que nous avons est de parler ou de vulgariser notre constitution. Ce projet de nouvelle constitution qui vient promouvoir l'emploi décent pour la jeunesse. L'un des objectifs de la célébration de cette journée est de faire la promotion des jeunes du monde au niveau des instances de prise de décision. De la région forestière, la ministre de l'Agriculture a rencontré les acteurs de la filière café-cacao et les groupements maraîchers. Les échanges ont porté sur le développement de ces secteurs. Un accompagnement a été sollicité pour booster les différentes filières. Reportage Fodé Camara. Dans le cadre du suivi de la campagne agricole à la direction régionale de l'agriculture de Zérékoré, la ministre Mariama Siré Sylla a échangé avec la Fédération nationale des planteurs de café et cacao de Guinée, une fédération qui compte plus de 15 000 membres. Ce conclave multi-acteurs était aussi ouvert aux membres des groupements maraîchers et à la coopérative des femmes de la Guinée forestière. Quand nous prenons aujourd'hui, avec la vision 2040 Simadou, les produits maraîchers, il y a la rareté sur le marché. Quand les sociétés viennent s'approvisionner, nous aurons la rupture souvent sur le marché. Vu tout cela, nous sollicitons un accompagnement, non seulement pour élargir nos activités, un moyen technique, les moyens matériels et aussi la création vraiment d'une banque agricole. De Zérékoré, direction Guékédou, une zone où la principale préoccupation est liée à la relance du projet d'appui au développement agricole du pôle G. Un projet qui couvre les préfectures de Guékédou, Kissoudjougou et Massanta. On a ce projet que le gouvernement a initié depuis quelques années, qui malheureusement a été un peu retardé, parce qu'un de nos partenaires n'a pas continué pour le moment la communication sur le partenariat. Mais moi, je m'engage à vraiment travailler activement, à clarifier la situation et j'espère trouver en tout cas un appui supplémentaire pour que, à leur tour, à travers eux, on puisse aussi vous appuyer. Toujours à Guékédou, la délégation de la ministre de l'Agriculture a pu aussi évaluer l'enquête agricole intégrée pilotée par l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires sur toute l'étendue du territoire national. L'enquête agricole annuelle intégrée qui n'est pas seulement axée sur l'agriculture mais aussi sur l'élevage. Mais la présente activité, il s'agit de l'évaluation de la production annuelle au niveau national et c'est ce qu'on est en train de faire pour voir quel est le rendement de la production annuelle en Guinée. La feuille de route de cette enquête est de couvrir 15 000 exploitations agricoles,
d'ici la fin d'année. Ceci pour avoir des données précises susceptibles de mieux guider les politiques publiques. Rendons-nous sur les berges des barrages de Soapiti et Kaleta où 22 hectares sont reboisés par le Rotary Club de Conakry. Les plantes sont mises en terre et une équipe est constituée pour assurer un suivi rapproché du site. En compagnie de ses partenaires, le Rotary est déterminé à reboiser 100 hectares sur une période de 5 ans. Reportage Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Nous sommes sur les berges du fleuve Concouré, le long des barrages de Soapiti et Kaleta. C'est pour s'aimer l'espoir, la responsabilité et l'engagement citoyen. Un esprit rotarien à travers le reboisement de 22 hectares pour le bien-être des populations afin d'offrir un avenir durable. Aujourd'hui, nous avons choisi de reboiser une surface de 22 hectares ici à Tondon. Ce geste à la fois symbolique et concret. Symbolique car chaque arbre planté est un signe de vie et d'espérance. Concret, car ces 22 hectares représentent une action tangible qui aura un impact durable sur l'environnement et sur la communauté locale. C'est aussi une démonstration concrète de ce que nous pouvons accomplir ensemble lorsque nous unissons nos forces autour d'une cause juste. Dans l'accomplissement de ce geste citoyen, Rotary Club Conakry est accompagné par ses partenaires qui lui ont permis de mobiliser des fonds pour la réalisation de son plan d'action qui vise le reboisement de 100 hectares sur une période de 5 ans. C'est un projet qui s'étend sur 5 ans. Nous voulons reboiser 100 hectares. Cette année, c'est 22 hectares. L'année prochaine, ça serait encore d'autres plantes qui seront plantées ici, un peu partout en République Guinée, pour que notre pays devienne de plus en plus vert. Le reboisement pour une Guinée verte est l'un des 7 piliers du Rotary Club Conakry. Ces acteurs comptent assurer un suivi rapproché à ces plans en vue de leur croissance. Et dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de gestion environnementale et sociale, la société de gestion et d'exploitation de Soapiti décide de poursuivre le dédommagement des impactés de la mise en eau du barrage. La direction générale de la SOGES vient de le faire savoir aux autorités des zones affectées par le projet Soapiti lors de leur récente rencontre présidée par le directeur de cabinet du gouvernorat de la région administrative de Kindia. Reportage Nabi Kamara. La direction générale de la société de gestion et d'exploitation de Soapiti avait rendez-vous cette semaine avec les responsables locaux des sous-préfectures environnantes du barrage. C'était pour discuter des problèmes d'impact environnementaux liés à l'aménagement hydroélectrique de Kaleta. Pour nous qui venons d'arriver au niveau de ces postes, c'est la première fois que nous apprenons les dispositions par rapport à ces impacts-là. Nous avons appris ici qu'il y a des gens jusqu'à présent qui ne sont pas rentrés en possession de leur dû. Donc là, ils ont demandé tout ce qui détiennent ces papiers, que ces papiers soient légaux, qu'ils viennent au niveau des autorités, présenter maintenant ces documents, afin que les gens puissent rentrer en possession maintenant de ces dûs-là. Soapiti avait élaboré un plan d'action environnementale et sociale, ce qui lui a permis d'indemniser plusieurs impactés par ces travaux de terrain. C'est dans la continuité de cette action que la direction générale de la SOGES a initié cette rencontre. Ici, il s'agit de recueillir les doléances pour essayer de travailler avec les autorités sur ce dossier en vue d'une solution définitive. Quand Soapiti a été mise en eau, il y a eu des inondations et des impacts causés. Des gens qui ont des documents authentiques vérifiables seront tous indemnisés. Ça, c'est une question centrale. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Des gens ont été indemnisés. C'est des cas par cas aujourd'hui qui reviennent par rapport à des questions liées à une authentification ou autre. Vous savez, c'était pendant le projet. Mais nous, quand on est venu en tant que société, nous avons dit qu'on allait continuer à faire ce travail-là. La direction générale de la société de gestion et d'exploitation a mis cette rencontre à profit pour vulgariser le projet de nouvelle constitution à l'intention de ses responsables locaux avant le référendum du 21 septembre prochain.
Direction Koya, précisément à Manéa, où l'armée guinéenne intensifie ses actions citoyennes depuis le glissement de terrain survenu dans la localité. Elle pilote les recherches et assure la prise en charge et le recasement des familles sinistrées aux écoles militaires de Manéa. Reportage adjudant-chef Mamadou Alioubari. Sur le site de l'éboulement, 22 bâtiments ont été ensevelis et tous ceux qui sont au bas de la montagne sont exposés à d'éventuels glissements de terrain. Vu la dangerosité de cette montagne, il a fallu que j'envoie une mission au sommet de la montagne pour voir. Il s'est avéré qu'il y a une faille qui s'ouvre et qui s'écarte près de 50 cm de l'est à l'ouest. D'où par conséquent nous avons cherché à sécuriser la population riveraine. Tous ceux qui sont au bas de la montagne, il fallait chercher à les déguerpir et les amener à Manéa école. Pour parer alors au pire, l'État prend ses responsabilités en relocalisant ses sinistrés. Et ce sont les locaux des écoles militaires de Manéa qui accueillent ces citoyens en détresse. Ils sont environ 200 personnes, toutes âges confondus, à être hébergés dans le confort et la sécurité. La première prise en charge, c'est d'abord le logement, l'abri. Nous, on appelle NFI. Donc l'abri, l'armée a assuré l'abri. Et les premières 72 heures, l'armée a assuré vraiment les rations alimentaires. Et même jusqu'à présent, l'armée continue à assurer en partie les rations alimentaires. L'autre chose, les moyens de déplacement. Tous ces gens ont été déplacés de leur site à l'école militaire par le bus de l'armée, les camions de l'armée. Si on prend également l'infirmerie qui a été mise à disposition. C'est pourquoi on travaille en conformité avec l'armée pour cette prise en charge et pour la continuité. Délogées par la catastrophe, ces familles n'ont désormais qu'un seul repère, ce refuge provisoire. L'État, à travers l'armée guinéenne, apaise ainsi la souffrance de ses sinistrés. On a entendu des voix. Après, on n'a pas regardé. Il y a eu un éboulement. Ça m'a touché, j'ai perdu mes amis. Je reçois l'État, les ministres, les chefs de secteur et le président. Ce que nous avons à dire, nous remercions Dieu pour le secours apporté pour nos différentes familles. Nous prions pour le repos de ceux qui sont décédés et nous prions à la volonté de Dieu. Cette démarche de la hiérarchie militaire vise à mettre les familles des 22 bâtiments ensevelis à l'abri. Face au risque élevé du nouveau glissement de terrain, les autres habitants du périmètre sont contraints de quitter les lieux. Toutes les mesures conformes aux instructions qui étaient données sont en train d'être appliquées à la lettre et nous sommes en train de nous mettre vraiment à fond pour que tout puisse être exécuté afin de pouvoir satisfaire cette population qui vit non seulement avec nous ici, aux alentours, et qui nous prête main forte dans toutes les activités que nous faisons également dans la ville. Au-delà de sa mission régalienne de défense du territoire, l'armée guinéenne affirme sa vocation citoyenne. À Manéa, comme dans d'autres situations d'urgence, elle répond présente avec efficacité et engagement aux sollicitations du peuple dont elle est l'émanation. Lutte contre les polluants chimiques à courte durée comme le méthane. Conformément à ses engagements internationaux, la Guinée travaille à l'élimination de ces substances chimiques nocives pour l'environnement. Une rencontre d'échange vient de se tenir au ministère de l'Environnement. De nombreuses mesures sont initiées pour juguler le phénomène. Mamadou Alpha Baldé pour plus de détails. Souvent invisibles, incolores ou inodores, les polluants climatiques à courte durée sont devenus de véritables menaces pour la santé environnementale mondiale. Pour contribuer à limiter, voire éliminer cette menace au niveau local, la Guinée lance l'élaboration d'un plan de réduction des polluants climatiques à courte durée de vie. On a été accompagné par la coalition pour l'air pur et le climat, vraiment pour élaborer un plan d'action sur les polluants climatiques à courte durée de vie et sur la réduction du méthane en Guinée. On aura une feuille de route sur la réduction du méthane en Guinée. C'est cette feuille de route qui va nous permettre encore de développer des projets sur le marché carbone. Ici, différents acteurs venus des structures étatiques et privées échangent sur le sujet.
Il lance la coalition pour le climat et l'air pur. Ainsi, des substances nuisibles comme le méthane pourraient être mieux gérées. En 2021, la Guinée s'est engagée à réduire les polluants à courte durée de vie, notamment le méthane, de 30% d'ici 2030. Donc l'objectif de l'atelier là, c'est réunir les experts sur des questions d'atténuation des gaz à effet de serre dans les secteurs de déchets, d'énergie. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est de doter notre pays d'un plan d'action de réduction de ces polluants, mais aussi de disposer d'une feuille de route multi-acteurs et multisectorielle afin de favoriser justement la mise en œuvre rapide de ce plan d'action. Sous la tutelle du ministère en charge de l'environnement et du développement durable, la Guinée s'est engagée à réduire de 30% ses émissions de méthane à l'horizon 2030. Parlons aussi de santé sexuelle reproductive en milieu scolaire, un programme national d'éducation, d'information pour les adolescents et les jeunes filles est en cours d'élaboration. En ligne de mire, intégrer les nouvelles thématiques liées à la sexualité, aux grossesses précoces dans les nouveaux programmes scolaires et extrascolaires. Reportage Abdul Aziza Baldé. Au ministère de l'enseignement préuniversitaire, l'éducation de la jeune fille figure sur la feuille de route du département. Dans les nouveaux programmes, les notions liées à la sexualité, les mariages précoces et les violences basées sur le genre occupent une place de choix. Plusieurs modules seront enseignés de façon périodique et pédagogique. Nous avons stabilisé des thématiques à prendre en compte dans ce nouveau programme. Les questions de prévention des mariages et grossesses précoces. Les questions de prise en charge de prévention des violences basées sur le genre, des questions de planification familiale seront abordées pédagogiquement et dans les programmes et dans les manuels. Et nous comptons sur vous pour faire des analyses très aiguës pour qu'à la fin de cette réflexion, qu'on produise quelque chose qui puisse être utile pour notre programme d'enseignement. Donc techniquement, les résultats qui seront produits tout à l'heure seront passés au ping-ping. Ce programme d'éducation complète à la sexualité est mis en œuvre depuis 2017 avec un appui de partenaires techniques tels que l'INFPE, UNESCO et Plan International. Ce sont des pratiques qui hypothèquent l'avenir de nos jeunes, de nos adolescents et en particulier de nos jeunes filles. Donc appuyer ce programme, c'est de permettre aux jeunes de finir leur cycle scolaire au niveau non seulement élémentaire mais au niveau du secondaire aussi pour avoir la possibilité d'embraser des métiers. L'une des attentes de cette formation est de capitaliser et développer les acquis afin de mieux préparer la jeunesse à une transition peu risquée entre l'adolescence et l'âge adulte. Tenue à Fria, la cité de la Lumine, des travaux du conseil communal, occasion opportune pour l'autorité communale de discuter sur les problèmes de développement, mais également procéder à l'élaboration du plan annuel d'investissement et à l'adoption du budget annuel exercice 2025. Le budget se chiffre cette année à plus de 2 milliards de francs guinéens. Le point avec Moussa Baoura. La commune urbaine de Fria organise sa toute première session du conseil communal depuis l'installation de la délégation spéciale. Cadres techniciens, membres du conseil communal et autres acteurs de la société civile prennent part à cette rencontre. Les travaux sont axés sur l'adoption du budget exercice 2025. Après la session budgétaire, on va sérieusement organiser des rencontres avec les parties prenantes, les acteurs du développement, tous les acteurs concernés pour que chacun puisse donner son point de vue par rapport à tout ce que nous devons faire pour que nous puissions mobiliser des richesses sereines, viables pour développer notre collectivité. En plus de l'élaboration du PAI, plan annuel d'investissement, le budget communal a été adopté. Il se chiffre en dépenses et en recettes à plus de 2 milliards
de francs guinéens. Le budget communal est plus qu'un simple document chiffré. Il est le reflet des choix stratégiques et des engagements pris par les autorités locales pour améliorer les infrastructures et les services sociaux de base, stimuler le développement économique et promouvoir l'emploi local, renforcer l'assainissement, la salubrité et la protection de l'environnement. Quand vous prenez l'année passée 2024 par rapport à cette année, il y a une grande amélioration au niveau d'investissement selon la planification. J'ai vu que vraiment la commune est dévouée pour faire un bon travail au nom de la population. Ce montant, une fois recouvré, va servir à la construction des infrastructures sociales de base dans la cité de la Lumune. Parmi les priorités inscrites, la réhabilitation des hangars du marché de l'aviation, la réalisation des latrines au marché central, à la gare routière et à l'école primaire de Tabossi. Développement local, toujours les acteurs au niveau déconcentré de la région de Mamou viennent de passer en revue leur activité. À l'issue du bilan, des orientations ont été données. ONG et partenaires réaffirment leur volonté à accompagner les initiatives engagées dans ce sens. Mamadou Patebaldi. Ce présent conseil régional de gouvernance participative regroupe l'ensemble des acteurs, cadres régionaux, les ONG et les partenaires au développement. Son objectif est de renforcer la gouvernance locale, améliorer l'efficacité de l'administration régionale et garantir une meilleure prise en compte des aspirations des populations à travers leur participation active au processus de développement. La gouvernance territoriale participative apparaît comme une réponse appropriée, durable et efficace à ces enjeux. Il nous appartiendra désormais de transformer ces recommandations en actions concrètes, suivies et évaluées dans le temps. Chaque inspecteur est passé tour à tour pour venir nous parler de leur activité, de tout ce qu'ils ont eu à faire et des perspectives aussi de leur activité. Donc ça a été vraiment un conseil de gouvernance très riche en contenu. Durant ces 6 premiers mois, les actions réalisées ont porté essentiellement sur la consolidation de la paix, la mobilisation et la gestion des ressources financières, ainsi que la réalisation des infrastructures. Nous avons formulé des recommandations aussi nous permettant de pallier ces difficultés à l'avenir. Et nous avons projeté aussi des activités courant le reste de l'année 2025. En perspective, le Conseil prévoit les mêmes activités dont l'accent sera mis sur le renforcement des capacités des cadres, la poursuite d'exécution des actions de développement et le renforcement du tissu social en cette période post-électorale. En plus bref, le ministre du Travail et de la Fonction publique informe les retraités du secteur privé et assimilés que dans le cadre de la politique sociale du gouvernement et sur la base d'une étude actuelle menée par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, les pensions de retraite, d'invalidité et de survivants gérées par la CNSS seront revalorisées à hauteur d'une moyenne pondérée de 15%. Cette augmentation entrera en vigueur à compter de l'échéance du mois de septembre 2025 et sera versée le vendredi 29 août 2025. Cette revalorisation a pour objectif d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités. Elle s'inscrit dans une logique de justice sociale et de solidarité nationale, conformément à la volonté du chef de l'État qui place les pensionnés au cœur de sa politique sociale. Par cette mesure, le gouvernement guinéen réaffirme son engagement constant à soutenir les retraités et à préserver
la pérennité du système de retraite en République de Guinée et s'engage à poursuivre ses efforts pour l'amélioration continue des conditions de vie des retraités. Le ministre du Travail et de la Fonction publique invite les bénéficiaires concernés à prendre connaissance de cette augmentation et à se rapprocher de la CNSS pour toute information complémentaire. François Faya-Bourneau. En Guinée équatoriale, le projet de nouvelle constitution a été présenté aux ressortissants vivant dans ce pays. L'accent a été mis sur les innovations apportées. Reportage Makeme Keleti Donzo. En Guinée équatoriale, la vulgarisation du projet de nouvelle constitution commence par des séances de réunion avec la communauté guinéenne. À Malabo, la mission diplomatique met tout en œuvre pour réunir un bon nombre de compatriotes afin de leur expliquer les enjeux de ce projet de loi fondamentale. La constitutionnalisation des droits sociaux tels que le droit à la santé, le droit à une éducation gratuite de 5 ans à 17 ans, le droit à un environnement sain et l'instauration d'un service civique obligatoire pour promouvoir la citoyenneté active. Après Malabo, la mission diplomatique s'est rendue à Sao Tomé et Principe, puis au Cameroun, pour expliquer les 199 articles du document constitutionnel en projet. Ce projet de nouvelle constitution se veut inclusif, transparent et pédagogique, car chaque citoyen guinéen, où qu'il se trouve, doit pouvoir comprendre les enjeux de cette réforme majeure. Je vous invite à participer massivement aux différentes séances d'information et d'échanges prévus dans les jours à venir. Partout, le bureau des sages de la communauté et celui du Conseil des Guinéens à l'étranger sont associés à cette grande campagne de vulgarisation afin de favoriser une participation effective de tous. Un mouvement important pour les Guinéens vivant aussi au Canada. Ils étaient mobilisés aussi autour d'une rencontre d'explication du projet de constitution. Nos compatriotes et le personnel diplomatique ont eu des échanges francs sur le contenu de la loi fondamentale. Le point avec Isiaga Ba. Au Canada, la distribution des copies du document a été suivie de questions et réponses. Les compatriotes mobilisés et attentifs ont manifesté un intérêt particulier à ce processus. Le personnel diplomatique a apporté tous les éclaircissements, article par article, pour aider la communauté à mieux cerner le projet de nouvelle constitution. Commençons par le volet institutionnel. Nous avons la création de nouvelles institutions gouvernantes, telles que le Sénat. Avant, le Sénat n'existait pas, nous avions que l'Assemblée nationale. Ce Sénat sera un apport pour le développement socio-économique. Sur le plan institutionnel également, nous aurons la création de nouvelles institutions juridictionnelles, telles que la Cour de la justice de la République. De la question de l'éducation scolaire à l'importance de la diaspora, en passant par la place des femmes, toutes les questions ont été passées au peigne fin. Le personnel de l'ambassade et les compatriotes se sont sérieusement penchés sur chaque problématique abordée par ce projet de nouvelle constitution. Il est prévu des lois organiques qui vont essayer de détailler ou de rendre plus explicite, de rendre plus accessible ces différentes dispositions qui sont dans la Constitution. Par exemple, on parle de couverture universelle par rapport aux citoyens. Alors, donc, tout ça va être précisé dans les lois organiques pour chaque domaine de compétences. Environ 15 000 Guinéens vivent au Canada. Ces représentants de la communauté sont chargés de poursuivre la vulgarisation, un acte républicain pour lequel chacun se sent concerné. Sensibilisation toujours sur le contenu et les innovations du projet de nouvelle constitution. À l'amphithéâtre du CFP de la baie, les 28 bureaux de quartier et les populations ont été édifiés sur les innovations apportées dans ce document. Abdoulaye Diallo, Sarafdine Diallo.
L'équipe de la délégation spéciale de la commune urbaine de l'Abbé a mobilisé les 28 chefs de quartier et leurs concitoyens. Objectif, expliquer en langue du tiroir, à travers ce juriste, le contenu et les innovations de ce document fédérateur. Il y a beaucoup de choses, c'est des grandes lignes. Donc expliquer ça à la population, surtout en langue locale, permettrait une compréhension approfondie du contenu de la loi et de savoir aussi qu'il y aura d'autres lois, notamment des lois organiques, pour venir approfondir ce qui est dit dans la Constitution. La vulgarisation, son objectif, c'est de permettre aux gens de comprendre le contenu pour pouvoir mieux se prononcer. Je pense que ça a été expliqué clairement en français, en langue locale, poulard, et à travers des spécialistes. Ici, à l'amphithéâtre du Centre de formation professionnelle de l'Abbé, cette mobilisation des citoyens derrière la délégation spéciale démontre l'intérêt accordé à ce projet de nouvelle constitution. Nous comprenons que vraiment l'État fait tout pour faire participer à la population guinéenne et à tous les citoyens de comprendre et de prendre sa décision. Parce que l'État veut que n'importe quelle chose qui se fasse dans le pays et que ça émaille de la population. Cette initiative est l'expression de la volonté et l'engagement des participants à vulgariser dans leurs localités respectives le projet de nouvelle constitution avant le jour référendaire fixé le 21 septembre prochain. Le préfet de Farana vient de boucler une tournée de vulgarisation du projet de nouvelle constitution dans les sous-préfectures relevant de sa juridiction, de Marella à Saint-Denis en passant par Passaya. Les citoyens ont été largement éclairés dans les langues du terroir sur le contenu de ce projet de loi. Reportage Ibrahim Aoulin Fofana. La sous-préfecture de Marella a été la première étape de ce marathon de vulgarisation dans les 15 sous-préfectures de Farana. Ici, à la Maison des Jeunes, cette forte mobilisation des couches socio-professionnelles pour comprendre les différents articles du projet de nouvelle constitution. Dans la nouvelle constitution, vous avez constaté que le droit de tout le monde est respecté. On a commencé même le droit des enfants et tout le monde a le droit à être scolarisé désormais. Donc on ne veut pas voir des enfants abandonnés dans la rue parce qu'ils représentent l'avenir. Après Marella, le contrôleur général de police Bernard Kamano a été réceptionné dans le district de Beléa, puis à Saint-Denis pour les mêmes exercices d'information et de sensibilisation sur le contenu du projet de nouvelle constitution. Une démarche appréciée par les citoyens. Nous soutenons ce projet de loi. S'il plaît à Dieu, nous allons le vulgariser jusqu'à nos familles. Le contrôleur général de police Bernard Kamano a sillonné les 15 sous-préfectures de sa juridiction pour informer, sensibiliser et mobiliser les populations de ces localités. Faire la vulgarisation en langue, ça permet à chacun de comprendre le contenu du projet, la nouvelle constitution. Et c'est pourquoi je remercie la population parce qu'elle s'est massivement mobilisée et à tous les niveaux. Et ils ont prêté une attention particulière. Pour faciliter cet exercice, des exemplaires de ce projet de loi ont été distribués pour une large sensibilisation des populations. Après plus d'un mois de campagne, l'ONG Aimer la Guinée vient de tenir sa dernière formation des sensibilisateurs pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution dans la préfecture de Nzérékoré. Cette étape a réuni toutes les couches sociales. Plus de détails avec Bakary Bambakonde. Après plus d'un mois de campagne à travers toute la Guinée, l'ONG Aimer la Guinée a récemment achevé la dernière étape de sa tournée de sensibilisation sur la nouvelle constitution dans la préfecture de Nzérékoré. Cet événement a réuni des citoyens, des leaders communautaires et des acteurs de la société civile, tous rassemblés autour d'un objectif commun, comprendre les enjeux de ce texte fondamental pour l'avenir du pays. Nous ayons tout ce que nous avons à faire, que nous soyons arrivés là et que Dieu ait exaucé les prières, alors je ne peux être que content, je ne peux être que satisfait. La campagne qui a débuté au mois de juillet dernier
a permis de toucher plusieurs localités avec des salles d'information, des formations, des débats et des activités interactives. En Djerekouré, l'ONG a présenté les principaux articles de la nouvelle constitution tout en répondant aux questions des participants. Tout le monde, on doit passer de porte à porte dans les quartiers pour pouvoir au moins vulgariser ce qu'on a pu recevoir ici pour formation dans l'atelier. Donc nous sommes très contents et nous allons essayer de pérenniser la vulgarisation de la nouvelle constitution. Ce dernier acte de sensibilisation de l'ONG Aimer la Guinée en Djerekouré souligne la nécessité d'une large participation citoyenne au référendum prochain pour garantir une transition démocratique réussie. À Kindia, la campagne de vulgarisation de la nouvelle constitution passe également par le sport pour une vulgarisation à grande échelle en marge d'un tournoi de football. Le contenu de la future loi fondamentale du pays est largement expliqué. Falilou Diallo, Fana Labaya Kamara. C'est une forte mobilisation de la jeunesse de Kindia autour du sport, notamment le football, la religion d'état moderne. Il s'agit d'interpeller les consciences sur les enjeux liés à la nouvelle constitution. La jeunesse de Kaliahori pilote l'exercice. On a constaté que les habitants sont beaucoup plus analphabètes. Donc l'explication, on était tenu obligé de parler en langue nationale afin de les faire comprendre le contenu réel ici de la constitution, pour qu'ils puissent à leur tour vraiment vulgariser ça dans leurs ménages respectifs. Bientôt, on va passer à la phase du vote. On ne peut pas demander à quelqu'un de dire oui ou de dire non pendant qu'il n'a pas compris le contenu. Raison pour laquelle on a demandé de faire cette vulgarisation, profiter de l'occasion pendant qu'il y aura beaucoup de personnes aujourd'hui dans ce terrain. Ici, tous sont déterminés à se rendre le 21 septembre prochain pour accomplir leur devoir civique. Au cours de cette rencontre sportive, des messages d'explication ont été véhiculés à langue locale pour éplucher tous les articles du projet de nouvelle constitution. On en a profité pour procéder à la vulgarisation. Le message véhiculé semble être capté par les populations, les supporters qui sont venus pour regarder cette rencontre. Donc vous avez vu d'une pierre à plusieurs coups qu'on est en train de réussir avec cette finale. Sous le rectangle vert, c'est l'équipe des Megastars qui a raflé Dame Coupe aux dépens de Kamanoya, le tout dans un fair play sportif en mode vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.